Mais aujourd'hui, on est là pour parler de l'assistanat numérique sur le plateau. C'est un terme, en fait, que je m'appelais à inventer et à essayer de passer. Assistanat numérique, en fait, c'est un peu un mélange entre l'assistanat au montage traditionnel, l'assistant monteur, mais en se rapprochant le plus possible de la caméra. Donc, c'est d'aller travailler sur le plateau. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est l'avènement des formats numériques. Ce qui a aussi, ça a eu comme conséquence de créer des nouveaux postes, des nouveaux postes sur le plateau. Donc, il y a maintenant des nouveaux intervenants qui vont être sur le plateau en tournage numérique. Et on va parler aussi beaucoup de métadata, de comment on peut s'en servir, comment on peut optimiser le passage de toutes les données, de toute l'information qu'on peut avoir sur un plateau et qui passe difficilement en post-production. Donc, au début du tournage, je suis sûr qu'il y a plein de choses là-dedans que vous connaissez, mais je vais juste faire un petit résumé. On avait sur les plateaux des formats analogiques. Donc, on tournait en pellicule et l'image, et on avait sur bobine, on avait du son. C'était pris en double système. Donc, on avait de la pellicule et du ruban magnétique. Je ne parlerai pas du fil de fer et tout. Après ça, on a eu encore des formats analogiques, mais c'était le Betacam qui est devenu un standard, c'était un ruban sur lequel on avait de l'image et du son. Voilà. Donc, ça a été, après le film, ça a été l'évolution qu'on a eue, un major step. Et après ça, on a eu le numérique. En fait, on a eu le Betacam numérique. Qu'est-ce que ça nous a donné? Bien, en fait, c'est qu'on avait surtout une meilleure qualité, mais c'était le même format de cassette qui ressemblait beaucoup. Après ça, on a eu le DV qui a vraiment démocratisé les tournages, en plus de démocratiser le tournage numérique. Puis, on a eu la haute définition. Fait que c'est les étapes qu'on a eues. Tout ça a eu pour avantage d'améliorer la qualité, d'améliorer la vitesse à laquelle on accédait aux données de tournage, donc à l'image et au son. On avait un médium qui était aussi beaucoup plus stable. Et ce qui était le fun aussi, c'est qu'en numérique, on a vu l'expression « clone » arriver. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre un format numérique et en faire une copie numérique qui était théoriquement sans perte. Ce qui n'était pas le cas avec la pellicule, quand on fait des transferts en VHS, en Betacam, c'était dramatique. Et maintenant, on s'est rendu au format volatile, les supports volatiles, comme le Pro 10 XD-Cam, les cartes P2, comme ici on voit la célèbre HVX 200. Toutes les cartes qu'on a commencé à avoir pour les caméras numériques, mais finalement qui sont ramassées dans nos caméras vidéo et le Pro Disc. Ceux-là avaient encore l'avantage de donner accès encore plus rapidement à nos formats, au tournage qu'on faisait, à notre son, à notre vidéo. Aussi, c'est des formats qui enregistrent des fichiers. Donc, si on travaille, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on travaillait en numérique en post-production. Donc, on pouvait déjà avoir accès à un fichier et non pas avoir à transférer. Donc, on ne parle plus de numérisation, mais plus de transfert. Il était réutilisable aussi. Donc, on avait des médias qui pouvaient être dispendieux, mais qu'on pouvait réutiliser. C'est des médias aussi qui sont très robustes. Échapper une cassette, on peut facilement la briser. Échapper une carte, il n'y a rien qui bouge dans une carte. Ça nous permet aussi de faire des tournages dans des températures extrêmes sans trop de problèmes. En fait, réutilisable, effaçable aussi. Ce qui est un avantage et aussi un inconvénient parce que c'est très facile d'effacer un de ces médias-là. Alors, inconvénient de ces médias, c'est des médias qui coûtent cher. Comme je disais, une carte, là, j'ai une P2 de 64 gigs, mais au départ, on avait des 2 gigs. Puis, c'est combien de 2 gigs, Dominique? As-tu un prix? C'était un bon 1000$ pour un 6 minutes d'enregistrement, pas plus. Mais c'était le fun parce que vous pouvez l'effacer puis la réutiliser tout de suite. Courte durée d'enregistrement, ça. Un 2 gigs, c'est un 6 minutes. Fait que là, c'est le fun parce qu'on peut rapidement accéder à notre média, mais en fait, comme les médias coûtent cher, on veut les réutiliser parce qu'on peut.
Dire qu'il faut prendre la carte et tout de suite en faire un backup pour pouvoir la réutiliser, en faire une copie des médias qui sont dessus. Ici, la fragilité des données. Les médiums, les cartes sont très robustes, mais les données qui sont dessus restent fragiles. Donc, des copiés, si on copie un fichier puis il y a une baisse de courant, on peut corrompre facilement les données, des trucs comme ça. Aussi, tout ça vient avec la manipulation humaine. Si on a une carte, maintenant des 64 gigs, comme celle-là, puis on a tourné pendant une journée dessus et on a 52 fichiers, bien, il y a une personne qui va prendre ces fichiers-là, les transférer sur un ordinateur, mais il y a 50 fois plus de chances de se tromper que s'il y avait seulement un fichier. Et il y a la question des assurances. Si on fait un tournage important, on veut avoir une assurance. C'était facile pour un assureur d'assurer des rubans. Quand on faisait un tournage, ça allait sur des rubans. On pouvait faire des copies de ces rubans-là, mais la copie maîtresse existait toujours. Tandis que maintenant, on tourne sur un médium et l'argent qu'on met dans le tournage qui est pour enregistrer les images, en fait, repose juste sur un médium volatile. Comme on peut effacer ces données-là, ça devient difficilement assurable. Donc, puis ça devient aussi complexe parce qu'on a une multiplication des formats. Donc, ici, j'ai 4 formats physiques. En fait, la carte P2, la carte S/S, la Compact Flash, qui est la carte de caméra comme ça, puis la petite carte SD. Fait que chaque caméra enregistre différents formats. Donc, quand on met la carte dans un ordinateur, parce que ces formats-là, on peut les lire dans l'ordinateur, en fait, on a certaines sortes de fichiers. La P2 va générer, d'habitude, on va enregistrer un MXF dessus. La S/S, ça va donner des M4V, des MP4, des points mots, des fichiers QuickTime ou des MXF. Sur la CF, on va avoir du R3D, du MOV, du AVI et encore d'autres pour la SD. Pour chacun de ces formats de fichiers-là, bien, on peut avoir différents codecs. Fait que les possibilités se multiplient, donc ça devient très complexe de tous les connaître. C'est pas comme quand on avait une Betacam numérique, puis c'était une Betacam numérique. Au pire, elle était pâle, mais on pouvait s'en sortir. Donc, on a besoin de quelqu'un pour gérer toute cette information-là, qui a une connaissance des formats, qui va pouvoir gérer les médias et qui va pouvoir rassurer les assureurs. Et c'est le Data Wrangler. Le Data Wrangler, quel est son rôle? Un, c'est de prendre les fichiers quand on tourne en tapeless, en format sur des supports volatiles, de prendre les fichiers et de les copier avant que la carte soit effacée et retourne dans la caméra. Une fois que les fichiers sont copiés, il faut s'assurer que la copie est bonne. Parce que si on copie et il manque des fichiers ou il y a des fichiers corrompus, c'est un problème. On l'efface puis on a perdu les fichiers, même si le fichier est là. Si le fichier n'est pas bon, on l'a perdu. Et s'assurer de la qualité des médias de tournage. En fait, c'est un peu un extra. En fait, c'était assez rare avant sur les tapes qu'on prenait le tape et on prenait le temps d'aller le regarder avant de continuer à tourner. Maintenant, c'est un luxe qu'on se paye et c'est quelque chose qu'on exige d'un Data Wrangler. Donc, il va, en plus de copier le contenu des cartes, il va avoir à vérifier l'intégrité et la qualité de ces médias-là. Donc, voir s'il n'y a pas des drops, s'il n'est pas sous-ex ou si la sync est bonne et tout. Donc, pour être un Data Wrangler, il faut être rigoureux. Il faut avoir la concentration tout au long du tournage, parce que le Data Wrangler est au tournage avec son équipement. Et là, tu as des machinistes qui courent, un chef électro, tu as 2 assistants qui se promènent sur le plateau. Et lui doit être conscient de tout ce qui se passe sur le plateau, de savoir qu'il y a une carte, qu'on vient de mettre une carte, mais dans 15 minutes, il va falloir l'enlever, il va falloir qu'elle transfère. Donc, la carte qui est en train de transférer présentement, il va falloir qu'il aille copier et vérifier avant que l'autre s'en vienne pour pouvoir redonner la carte et tout ça. Et il faut une certaine minutie pour être capable de gérer cette tonne d'informations. Donc, c'est quoi l'équipement d'un Data Wrangler? Minimalement, c'est ça. C'est un portable. En fait, ça fait, pour le rôle de base, les tâches qu'il y a à faire, ça fait la job. En fait, on a
un portable, un ordinateur, ou ça peut être une tour aussi, c'est juste plus compliqué à transporter, un lecteur de cartes qui est adapté au format dans lequel la caméra tourne, au médium sur lequel la caméra tourne. En fait, comme un portable comme ça, il y a une fente qui peut prendre des cartes S-by-S ou des Express 34. On avait des portables, les portables plus anciens d'Apple, qui pouvaient prendre des cartes P2 nativement. On glissait dans la fente, c'est la fente d'expansion de l'ordinateur. Ou sinon, on a des lecteurs de cartes comme ça qui prennent les CF, qui se branchent en Firewire. Donc, lecteur de cartes et des disques durs, parce qu'il faut prendre ces données-là et les copier sur plusieurs disques. En fait, minimalement un, idéalement deux, et ultimement plusieurs. Il y a des logiciels qui vont nous aider à faire ce job-là. Un des logiciels les plus utilisés, c'est Shotput Pro. C'est un logiciel qui est très automatisé. En fait, dès qu'on branche une carte dans l'ordinateur, va nous demander ou va faire automatiquement la copie sur des disques ou dans des dossiers préétablis. Et va permettre aussi de vérifier automatiquement ces fichiers-là. Pour ceux qui tournent en RAID, il y a des logiciels qui sont faits pour travailler avec la RAID, comme RAID Data Manager. Aussi Automator, qui est un logiciel qui vient avec macOS, qui permet d'automatiser des processus. Donc, on peut facilement monter un script qui va prendre tout nouveau disque qui est connecté sur la machine et le copier son contenu à des endroits prédéterminés, comme sur d'autres disques durs. Et SilverStack, qui fait un peu la même chose, mais va nous permettre d'aller un peu plus loin, de ramasser un peu plus d'informations. Fait qu'on a plein de logiciels qui vont nous aider à faire notre job, à faire notre job de Data Wrangler. Donc, à copier, à vérifier l'intégrité et la qualité de nos fichiers. Mais, si vous êtes Data Wrangler et que vous êtes sur un plateau et qu'il y a un fichier qui ne passe pas, puis où le disque se rend en post-production et il y a un fichier qui est corrompu, attention, il y a un effet. En fait, tous ces logiciels qui vérifient pour vous, c'est des outils. Ce ne sont pas des excuses. Donc, le Data Wrangler est responsable de l'intégrité des données et doit essayer de trouver les erreurs. Et plus souvent qu'autrement, il y en a. Si je peux ajouter qu'un Data Wrangler sur un plateau de cinéma, de plus en plus, c'est exigé. Si on regarde, on a vu Blanche-Neige dernièrement, qu'il y avait 3 Data Wranglers qui s'assuraient de la qualité d'image sur un plateau. Imaginez-vous un show comme Blanche-Neige qui a besoin d'un reshoot d'une journée parce que le Data Wrangler a mal copié un fichier. C'est des 500 000 à 600 000 par jour de tournage. Donc, c'est ça la pression qu'il y a sur un Data Wrangler dans une journée. Ça vous donne une idée. Donc, le rôle du Data Wrangler, à la base, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça peut être aussi? En fait, de plus en plus, avec la possibilité de passer l'information de la production à la post-production, il y a d'autres rôles qui s'ajoutent à ça. Donc, ça devient un peu aussi un assistant au montage sur le plateau, un assistant monteur qui va faire du logging, qui va faire du catalogage, qui peut faire du dérush aussi, préparation de projet, qui peut faire la conversion dépendamment dans quel format on va tourner. Si on travaille, mettons, en RAID, qui donne un format de haute qualité, mais qui est très volumineux, qui est très difficile à travailler en offline, qui est la prochaine étape dans la production juste après le tournage, on va peut-être demander au Data Wrangler aussi de faire la conversion de ces fichiers-là dans un format qui est beaucoup plus malléable. Et on va peut-être lui demander de faire du montage aussi, de préparer une séquence pour un client qui veut voir 2 plans qui vont un après l'autre. Et faire des backups. Et jusqu'à faire du VFX. On va voir un peu plus tard comment on peut
tout faire ça sur le plateau assez facilement avec les outils qu'on a présentement. Donc, un Data Wrangler, qu'est-ce qu'il fait? Au départ, il y a des cartes, il y a un tournage, et il va recevoir des cartes de tournage. Il doit les prendre, vérifier l'intégrité et la qualité. Et généralement, il va en faire une copie pour le client. Le client va partir avec, va aller faire son montage. S'il a bien fait sa job, il n'entend plus parler du client. Numéro 1. En fait, il va peut-être entendre parler sur un autre job, on espère. Mais sinon, sa job est faite. Il va faire une copie de backup aussi, qu'il va donner soit au producteur ou soit qu'il va garder pendant un certain nombre de temps. Parce que s'il y a un problème avec le courrier à vélo qui est allé mener le disque à la boîte de post-production, qui s'est fait frapper, il est échappé, il est arrivé quelque chose, bien, il y a toujours un backup. Et il y a les archives. Certains Data Wranglers vont avoir la demande de faire des archives sur des tapes backup comme des LTO ou des SDLT, qui est un format ruban. Oui, on retourne sur ruban, mais c'est un format qui a prouvé qu'il pouvait passer les années. Donc, on parle d'archives qui peuvent durer une centaine d'années là-dessus. Donc, on dit qu'on donne une copie au client. Qu'est-ce qu'il y a sur une copie client, sur un disque? Donc, il va y avoir les médias originaux. Tout ce qui est arrivé sur les cartes, bien, généralement, chaque carte va avoir un dossier, soit avec l'heure, soit avec le nom de la carte ou le numéro de reel. On lui donne un peu l'équivalent d'un numéro de tape quand on fait du logging tape. On va avoir des médias convertis s'il faut en faire. Donc, on va avoir la même structure de fichier, disons, qu'on a dans les médias originaux, mais dans un format de montage. Donc, soit, si on a tourné en RED, on va avoir sûrement des QuickTime en ProRes, ou on peut avoir aussi des MXF qui peuvent servir dans la vide. Et on peut aussi avoir des médias synchronisés. Donc, avoir tous nos médias de tournage et avoir un autre dossier dans lequel on va avoir reçu le son du preneur de son. Et on va avoir un dossier avec les mêmes clips, mais synchronisé avec le son. On peut aussi avoir des multiclips si on a eu le temps d'avoir accès à un logiciel de montage qui nous permet de rassembler toutes les caméras, toutes les prises des 4 caméras sur le tournage pour les synchroniser ensemble. Et on peut même mettre un projet de montage et un rapport qui va faire la liste de toutes les copies qu'on a faites, le timing de chaque clip, une liste, en fait, différentes listes qui vont nous permettre de voir qui les caméramans qui ont tourné tel clip. En fait, on peut avoir des listes assez exhaustives et avec beaucoup d'informations. Ça va permettre aussi aux personnes qui vont travailler avec les médias en post-production de vérifier s'il y a des problèmes. Si on a un clip qui coupe en plein milieu d'une réplique et que dans le rapport, c'est écrit que le média dure 2 minutes et que le média ouvert en post-production dure 1 minute 20, bien, on sait qu'il y a un problème. Et souvent, on va avoir aussi des fiches de tournage qui peuvent être demandées par la post-production ou le directeur superviseur d'effets spéciaux qui va donner, si on tourne en RED, mettons le firmware de la caméra, les lentilles utilisées, dans quel format on a tourné, dans quel codec, pour s'assurer que ce qu'on a, ça concorde avec ce qu'on devait avoir. Et on a une autre personne, en fait. On a un autre poste qui s'est rajouté à tout ça. On a vu, en fait, déjà, le poste de Data Wrangler est assez chargé avec tout ce qu'on peut lui demander. Mais ça reste que ses connaissances de base restent au niveau des médias qu'on lui donne. On a un autre poste qui s'est créé, qui est le DIT, Digital Image Technician. Quel est son rôle? C'est d'assurer l'intégrité du signal numérique sur le plateau. En fait, c'est un peu un lab cinéma, un lab film sur 2 pattes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'assurer que le signal, en fait, que l'image que la caméra capte va passer à travers les logiciels de colo, de montage, de transfert, de conversion, et que ce que le directeur photo a voulu prendre comme image peut être créé. Ça, on va voir, il y a plusieurs manières de faire ça. Et ça se peut qu'il fasse de la colo on set, parce qu'on a, ce qu'on va voir, on va parler de certaines caméras
qui permettent de filmer dans certains modes de capture qui sont peu agréables à regarder, mais qui gardent beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, il faut qu'ils soient réinterprétés. Et la première personne qui va réinterpréter ces images-là est le DIT. Il va aider souvent aussi le directeur photo à créer des looks, ou le directeur photo ou le réalisateur à créer des looks. Donc, il va faire, encore là, de la colorisation directement sur le plateau, mais il peut aussi travailler directement sur la caméra ou travailler sur un logiciel et envoyer un look dans la caméra préétabli qui va servir après ça au tournage. Le DIT va être souvent aussi appelé à connaître les paramètres d'une caméra et savoir ses limites, l'avantage de tel ou tel mode de tournage d'une caméra. Il va travailler, comme je disais, en collaboration souvent avec le directeur photo. Donc, c'est un peu comme l'assistant du directeur photo, mais au niveau très technique, la caméra au même titre où le gaffer travaille avec aussi le directeur photo. Lui, il est vraiment spécialisé dans les settings de la caméra. Ce n'est pas un assistant cam, ce n'est pas lui qui va manipuler la caméra. Il va juste jouer avec les paramètres de couleur, de capture, de look. Donc, c'est un petit exemple. Non! Excusez. La transition est là. Bon. Donc, on a la Arri Alexa, qui est une caméra faite par Arri, qui a une longue histoire dans la fabrication de caméras. C'est une caméra très utilisée en ce moment. Donc, avec une caméra ordinaire, mettons une Sony qui tourne en HD, si on filme la demoiselle qui est ici avec la caméra de base, en mode standard, devrait nous donner ceci, qui est assez ressemblant à ce qu'on verrait à l'œil nu. Donc, quand on regarde la comédienne qui est là, c'est ça qu'on verrait. Sauf que la Alexa nous permet de travailler en log-C, qui est un format de tournage. En fait, elle prend son image dans un format qui nous donne beaucoup plus de latitude. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup moins de contraste dans ses cheveux, on a beaucoup plus de détails. Ici aussi, on voit que dans celle-là, dans le front, elle serait un peu blastée, puis ici, pas du tout. Donc, ça nous donne, elle garde plus d'informations, mais dans le même médium. Sauf que si tu es en train de faire une pub de Nivea, qui sort un nouveau shampoing, puis là, tu fais venir mademoiselle, et que le client à côté, il dit « Hey, j'aimerais ça voir la deuxième prise », puis tu lui montres ça. Non, il est très propre à faire. Donc, c'est le DIT c'est lui qui va s'organiser pour que, va s'organiser avec le directeur photo pour avoir le plus d'informations possible dans son image pour arriver éventuellement à ça. Ou de pousser plus loin, pouvoir pousser plus loin les possibilités de la caméra et d'arriver à un look qui est complètement différent de la réalité, qui est complètement poussé. Comme la Alexa, ce qu'elle permet de faire. Excusez. Donc, c'est possible pour la Alexa de tourner dans un format comme ça, mais qu'elle nous montre à sa sortie un look comme ça, directement dans la caméra. Donc, on a des outils de gestion de couleurs qui sont indépendants entre l'enregistrement et le playback et les sorties. Donc, c'est un peu le DIT qui va s'occuper de que tout ça se passe comme il faut. Fait ici, on a un autre exemple de la RED, qui a encore des caméras de RED qui ont encore plus de formats, qui ont différents gammas, différents color space, qui, assemblés ensemble, multiplient encore là les possibilités d'avoir plus un look ou d'aller chercher plus de définition dans les hautes lumières. Et en plus, une caméra comme ça va pouvoir enregistrer en plusieurs framerates à différentes résolutions, à différentes qualités. Un directeur photo, c'est pas tant sa job de tout savoir ça. Mais un DIT va pouvoir rapidement conseiller un directeur photo sur le plateau sur quel choix prendre, pourquoi y aller en 2K, pourquoi y aller en 4K, pourquoi il faudrait se limiter à 180 quand on peut tourner en 225, parce que la caméra, à ce moment-là, va prendre une plus petite surface de son capteur, va changer un peu la valeur de la lentille.
C'est ce qu'un DIT va faire. Pour faire ça, souvent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une des images qui sort de la caméra et encore là, exemple, pour montrer à un client que non, en fait, mes couleurs que j'ai enregistrées, c'est ça, mais en fait, ce qu'on va voir ultimement, ça va ressembler à ça, ils vont servir d'un lookup table, d'une LUT. LUT, c'est comme une espèce de filtre à travers lequel on va passer pour modifier la couleur d'une sortie de caméra ou pour visionner, en fait. Donc, si j'ai mon workflow de Data Wrangler, donc j'ai une comédienne qui est tournée par une caméra. La caméra a tourné cette image-là sur des cartes S-by-S. Et le Data Wrangler les a pris et les a copiés sur un disque dur. Ça, c'est ce que le DIT va faire. Donc, il va prendre le disque dur, il va les rentrer dans sa station et il va travailler un look qui va lui permettre de sortir cette image-ci, où il va faire un lookup table ou un color decision list, qui est une espèce de liste d'informations qui permet de changer la couleur, qui va dire, ben non, dans mes noirs, j'ai plus de rouge, dans mes verts, j'ai plus 3 de vert, plus 3 de jaune. Puis, en fait, c'est des très petits fichiers, mais qui peuvent passer de l'information de conversion de couleur ou carrément un look propriétaire de caméra qui va être envoyé vers la caméra pour qu'on puisse voir la couleur comme il faut ou pour carrément donner un look directement dans la caméra. Une chose qui est faite, je ne sais pas si vous avez vu, vous regardez l'émission Voir Télé à Télé-Québec. C'est une émission qui est très bleue, très contrastée. Tout le look il est fait dans la caméra. Donc, il y a eu un DIT qui est passé, qui a pris la caméra avec le directeur photo et ils ont ils ont regardé les paramètres de la caméra et ils ont décidé d'un look qui était, après ça, copié dans toutes les caméras pour que toutes les caméras tournent de la même façon pour avoir le moins de travail possible à faire en post-production. Donc, c'est une manière de se servir du travail du DIT. Ouais. Même chose pour 30 vies, que Jérôme a fait un look, puis en fait... Donc, une station DIT, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à ça. Donc, on a un gros rack mount, en fait, c'est la station idéale, je vous dirais, là, dans laquelle on a un moniteur calibré, en fait, qui est le moniteur de droite ou de gauche. On a un moniteur calibré selon l'environnement dans lequel on va travailler. Donc, calibré selon si on travaille en télé, si on travaille en film. Un ordinateur, ici on a un Mac Pro. On a un lecteur de cartes qui se trouve là. On a un logiciel de colo. On a-tu plus d'images? Ça plus d'images de moi? C'est triste. Oh! Bon, on peut avoir un logiciel de colo. Il y a des logiciels de colo standards qu'on peut mettre, comme il y a certaines stations qui vont utiliser un Resolve, mais il y en a des qui sont faites particulièrement pour les DIT, comme 3CP de Gamma Density, ou... comment ça se dit? Vite de même? Non, 3CP, en fait. Il va y avoir aussi une carte de sortie vidéo pour feeder le moniteur de référence et pouvoir aussi envoyer le résultat sur les moniteurs du réalisateur, du directeur photo et des autres clients. Il y en a même qui vont utiliser un iPad. En fait, je parlais de 3CP. En fait, 3CP a une application pour iPad qui va avec le logiciel pour Mac qui permet au DIT d'envoyer une image au directeur photo qui est sur le set, qui a un iPad. Et il y a cette interface-là. Alors, le directeur photo peut lui-même faire un look et le renvoyer au DIT qui est à sa station, qui gère les médias. Après ça, il peut prendre ce look-là et l'envoyer au coloriste qui va travailler sur le film, l'envoyer dans la caméra, l'appliquer à la conversion des fichiers pour le offline. Donc, il y a plein de choses qui peuvent découler de ce travail-là.